Bonjour, bonsoir à tous, nous sommes le 25 mai 2021 et je suis Jérôme FZ, vous êtes bien sur le Morio Show. Nous sommes ce soir en compagnie d'Evan. Bonsoir Evan. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui pour cette deuxième édition, vous l'aurez vu sur le titre, nous allons aborder le thème des méchants, nos chers méchants, dans les mangas de shonen, mais pas que. Et donc, autour de cette thématique, nous allons aussi vous faire découvrir ou redécouvrir aujourd'hui donc Parasite de Hitoshi Iwaki, et tout autant continuer notre review de JoJo's Bizarre Adventure avec la deuxième partie, Battle Tendency. Alors Evan. Oui. Ah, je t'avais perdu. Oui, pardon. Petit problème technique, très bref. Tout à fait, eh bien les méchants, exactement, c'est notre thème du jour, en ce 25 mai 2021. Les méchants, finalement, peut-on les comprendre ? Est-ce qu'ils sont si méchants que ça, au final ? Pour certains, la question semble ne pas se poser. Prenons Freezer, par exemple, antagoniste au rire glaçant de Dragon Ball Z. Il est si méchant qu'on pourrait dire que son espèce est de celle qu'il ne faut pas pousser à bout. S'il déplaît à quelques lecteurs pour son manque de profondeur, il plaît au plus grand nombre par l'incarnation du mal le plus brut qu'il représente. Orgueilleux et cruel, voire complètement givré, il peut menacer de détruire une planète après une simple offense. C'est effrayant, mais au nom de quoi ce serait déloyal ? Est-il possible de le considérer comme un conquistador de planètes, servant l'intérêt de son peuple ? J'en conviens, ça peut laisser dubitatif. Prenons autre chose. Dans beaucoup de mangas, l'humanité se confronte à un risque d'extinction. On découvre qu'une espèce jusqu'alors inconnue fait des ravages au sein de la société avec de multiples massacres. Et là, on tombe sur un os. On apprend que le mobile de ces créatures sanguinaires n'est autre que la survie. C'est l'apparition d'un nouveau prédateur. Parce qu'il ne se contente pas de donuts, la chaîne alimentaire est bouleversée et l'humanité doit réagir pour garder sa place au sommet de la pyramide. Ce n'est pas spécialement juste et ces prédateurs deviennent alors la cible à abattre jusqu'à ce que le dernier individu soit éliminé. Un autre scénario possible serait que cette espèce soit consciente de ses actes et garantisse la bonne satisfaction de son appétit titanesque pour les mêmes raisons qui nous poussent à élever notre bétail. Et nous n'aurions plus alors qu'à espérer que le végétarisme s'immisce dans l'esprit de nos ravisseurs affamés comme la solution la plus saine. Par respect pour eux, pensez-y avant de commander votre prochain fast-food. Descendons à présent d'une échelle, sans oublier le pinceau, ce serait dommage, descendons jusqu'à l'échelle humaine. Si l'imaginaire japonais est fortement influencé par les yokai, ces créatures fantastiques venant des contes et légendes du pays, c'est dans l'esprit humain lui-même que les auteurs forgent des antagonistes les plus captivants. Il s'agit alors de nos démons, ceux de l'intérieur, qui font leur apparition quand quelque chose ne va pas. 20 kg de passé tumultueux, 4 litres d'enfance difficile, 1,5 kg d'ambition démesurée, 800 g de vices, 250 g de péché, sans oublier l'âme de nombreux innocents. Ce sont là les ingrédients privilégiés pour la recette d'un méchant réussi. La fascination des lecteurs augmente lorsque l'humain est son propre ennemi et que naissent des individus torturés par leurs conditions, leurs contraintes et leurs limites. Des êtres parfois frustrés qui vont défier l'ordre établi et mettre à l'épreuve le système qui n'avait pas toujours anticipé leur cas. Exactement, ce sont des méchants qui n'ont pas d'autre choix que de l'être, car ils ne trouvent pas leur place dans aucune case, ce qui anime leur sombre dessein. Vous pouvez tirer un trait sur l'espoir, ils ne tourneront pas la page. Le principe des méchants ambivalents, c'est qu'on peut adhérer à leur point de vue, mais pas à leur méthode. On peut les comprendre sans justifier leurs actes. Sur le plan idéologique, c'est là que demeure la dernière frontière qui éloigne beaucoup nos héros académiques des malfaisants criminels qui finiront tôt ou tard par aller se faire cuire un œuf chez les poulets. Car après avoir dérouillé un adversaire à la morale discutable en combat singulier, il n'est pas question qu'il s'en remette, mais qu'on se remette en question. Croyez-le ou non, le partisan de l'ombre aura mis en lumière les défauts de l'empire du bien. Dans cette optique, c'était probablement son objectif. Reconnaissons alors certaines de ses qualités lorsqu'il se voue tout entier à faire douter la justice, à déconstruire nos institutions morales pourtant bien ancrées. Poursuivre ces chimères, c'est un travail de fourmi, et malgré la complexité de la tâche, nos chers méchants continuent de croire en leurs idéaux. Après vous avoir laissé 3 cicatrices à l'œil, puis s'être tapis dans l'ombre, ils croient en leurs rêves et leur volonté reste intacte. Si depuis le XXe siècle, les méchants nous passionnent inlassablement et continuent de prospérer dans nos mangas, c'est finalement qu'ils mettent en lumière des problématiques qui ne changent pas dans le temps.
Et quand héros et méchants se révèlent être simples combattants de factions ennemies, il ne nous reste plus qu'à choisir notre camp. Alors Evan, avec ton texte, tu as soulevé différents points très intéressants, différentes questions. Je me permets de rappeler que nous avons, en ce début de live, soumis un sondage qui va vous demander un petit peu quel type de méchant préférez-vous. Est-ce que vous préférez les méchants un petit peu plus classiques, dont Evan me parlait tout à l'heure, ou alors est-ce que vous préférez les méchants plus modernes qui sont ambigus, ambivalents? C'est à vous de décider, vous pouvez arriver directement sur le Stropole pour voter. Et donc, Exactement. on en revient un petit peu à ce que tu disais. Tu as évoqué aussi ces méchants, mais aussi antagonistes. Alors, est-ce qu'on peut dresser une ligne, une frontière, une différence entre ces deux termes? Eh bien, finalement, oui. C'est d'ailleurs le sondage, c'est aussi sur ça qui s'intéresse, puisque quand on dit méchant pour les méchants ambivalents, eh bien, il s'avère que des fois, ces méchants ambivalents, ce sont les héros, ou enfin, disons plutôt les protagonistes du manga en question. On a évidemment comme manga exemple le plus reconnu, je pense, c'est Light Yagami de Death Note. Euh, c'est le personnage pour lequel on a de l'empathie, celui qu'on suit depuis le début, mais qui s'avère en fait avoir un objectif qui, au fil du temps, on se rend compte, même si justement c'est une morale qui est un point de vue qui peut être adopté, qui peut être accepté, à savoir en gros laver le monde du crime en fait, de ses péchés, mais il va utiliser pour ça un livre de la mort, c'est-à-dire noter le nom de ses victimes dans le cahier pour qu'elles meurent instantanément ou pas. Et finalement, c'est ces méthodes et puis cette morale au fil du temps de tuer les criminels déjà inculpés, en fait, parce que c'est souvent ceux qui sont déjà en prison, qui va être discutable au fil du temps. Et après, ça va aller évidemment beaucoup plus loin, puisque Light Yagami va même se débarrasser de certains de ses proches, etc., pour arriver à son objectif. Hmm. Et alors, moi, je peux même faire un retour sur la première émission, puisque avant avoir publié JoJo's Bizarre Adventure, eh bien, Hirohiko Araki, dans ses premières planches, avait aussi, comme j'avais dit la première fois, eh bien, publié un manga du nom de Mashonen BT, qui malheureusement avait été eh bien, cancel en quelques semaines, mais qui s'est euh, qui s'est voué à un petit peu être le avant-gardiste sur du Death Note, hein. On peut faire un rappel avec ça. Euh, En fait, c'était un petit peu un roublard qui d'ailleurs n'a pas trop plu, hein, au Shonen Jump, puisque ils l'ont cancel très rapidement. Mais ce protagoniste était peut-être un petit peu, peut-être pas entièrement, peut-être pas au niveau de Light Yagami, mais était en tout cas, avait avait quelque chose d'un antagoniste, avait quelque chose d'un méchant, et pourtant il était protagoniste. Exactement. Et sinon, on peut aussi citer Code Geass avec le louche, hein, qui a cette vision-là un peu ambiguë. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Bah, c'est surtout pour moi, alors, on va peut-être pas non plus divulgacher, comme on dirait en France, spoiler peut-être un petit peu plus commun. On va peut-être pas tout dire, hein, sur Code Geass, peut-être on aura une autre émission qui en parlera, peut-être. Bien entendu. Euh, mais moi, mon avis là-dessus, c'est surtout euh, tout le message, euh, tout le message sur cette ambivalence qu'on a dans l'œuvre, et trouve quand même son climax sur sur la fin de l'œuvre, et remet en question beaucoup de choses, et peut-être aussi, alors j'essaie de pas trop en dire, mais sur le fait de devenir soi-même, euh, de devenir soi-même un antagoniste pour arranger les choses. Oui, finalement, oui. Et alors, devenir antagoniste ou alors devenir méchant? Parce que justement, on est en train de parler de ça, mais finalement, l'antagonisme,
c'est un terme qui désigne quelque chose lié à la narration, à la construction voilà, de l'histoire, du récit, du manga. L'antagoniste, par définition, finalement, hein, on peut peut-être le rappeler de manière brève. L'antagoniste, par définition, a priori, c'est celui qui va à l'encontre des projets du protagoniste. Donc, on est dans cette vision-là d'obstacles, voilà, d'épreuves à passer pour le protagoniste, de faire valoir finalement aussi ça peut être aussi un faire valoir pour un héros, c'est-à-dire en combattant et l'emportant sur l'antagoniste que le protagoniste fait ses preuves. Mhm. Et d'ailleurs, donc c'est purement de la construction de scénario, c'est un terme antagoniste qui vient de ça. Et donc, on associe souvent ça avec le terme méchant, des fois à tort, mais c'est surtout puisque de base, on pense notre protagoniste, notre personnage principal, comme un héros. Et de là vient la dualité héros-méchant, antagoniste-protagoniste. Et donc, souvent, les antagonistes qui sont donc des obstacles au personnage principal, eh bien, pour justifier cet obstacle, ils sont souvent représentants du mal. Et ça peut venir de là. Ça peut venir de là, cette association avec antagoniste et méchant. Ah bah oui, exactement, oui. Et puis d'ailleurs, il y a même parfois où les frontières sont complètement bouleversées, puisque ceux qui vont être, je parlais tout à l'heure de créatures étranges, de créatures mystérieuses et sanguinaires, et parfois ceux qui vont être de la race, de l'espèce des antagonistes, des méchants, vont en fait s'avérer être complètement aux côtés du protagoniste par l'individu seulement et non pas en tant qu'espèce, quoi. C'est-à-dire il va y avoir un individu en particulier qui va être en fait finalement du côté des ennemis de son espèce. Mhm. Et d'ailleurs, on peut retrouver ça aussi sur... c'est très typique, finalement, on peut en parler après, du rapport de force, mais sur du manga shonen. Mais par exemple, euh, sur Dragon Ball, on a ce code de certains antagonistes qui, lorsqu'ils sont défaits et qu'ils n'ont plus qu'ils n'opposent plus d'obstacles au protagoniste, eh bien, ils se rangent euh, du côté des, du côté des gentils, du personnage principal, et deviennent des alliés. Et donc, ça, c'est aussi des codes qu'on peut retrouver. On peut retrouver ça aussi sur Jojo. On retrouvera ça dans quelques émissions encore, pas tout de suite. Dans la Mais, partie 4, oui, tout à fait. et ça, voilà, ça vient encore flouter un petit peu ces termes. Ça veut dire qu'aussi que c'est pas quelque chose qui doit être inchangeable, qui doit être monolithique. Et c'est aussi une façon, je pense, pour les auteurs de jouer un petit peu avec les codes de construction, je pense. Mais Oui. c'est vrai que c'est quelque chose de récurrent. On voit souvent ce truc qui deviennent des alliés. Alors, est-ce que ça vient des messages, peut-être, que le shonen essaie de faire véhiculer alors, le shonen, plutôt neketsu, on va dire. Oui, bah alors, c'est vrai qu'il y a ce côté message dans le sens, est-ce qu'on peut changer l'âme d'un méchant, hein, il y a peut-être aussi des questions de popularité. On va avoir des personnages que les lecteurs vont avoir envie de retrouver, en fait. Bah, je pense à Vegeta, alors forcément, peut-être qu'il est arrivé à un moment, ils se sont dit, ce personnage-là, il marche super bien. Bon, c'est pas, à mon avis, c'est pas pas la principale ou l'unique cause du fait ensuite il soit allié, mais il y a des histoires comme ça. Dans One Piece, par exemple, c'est un manga tellement long qu'il y a un moment, il y a des personnages qu'on a vus à un moment et qu'on a adoré revoir, alors que c'était vraiment des raclures au moment où ils étaient antagonistes de leur arc en question. On pense à Crocodile, par exemple. Sur Alabasta, vraiment, l'homme à abattre, c'est voilà, pour le coup vraiment Vénère. immoral et tout ça, criminel, quoi, cruel. Et on va adorer le revoir dans un autre rôle plus tard, quoi. Mais alors, c'est vrai il y a peut-être aussi cet effet, comment on peut dire? Il faut que je retrouve ce mot. Il y a prescription,
peut-être, au bout d'un moment, au niveau du lectorat. Alors peut-être que le fait de tout regarder d'un coup, de tout lire d'un coup pour du manga, ça n'a pas le même effet. Mais c'est vrai que sur des mangas qui durent longtemps, qui durent plusieurs années, ça fait sourire en fait de voir certains antagonistes, même si c'était les pieds raclures, comme tu disais. Ouais, Ça ouais, fait du bien de clairement. les Ouais. retrouver. Il y a quelque Et chose, il y a quelque chose peut-être de nostalgique et du coup ils ont ce même traitement, c'est-à-dire que les auteurs ils se plaisent à les faire revenir et donc il y en a qui changent du tout au tout des fois et ça bah, fait du bien. bah, exactement, surtout dans une œuvre qui fait 20 ans d'écriture et plus, forcément, il y a un moment, même l'auteur, peut-être même qu'il manque à l'auteur, quoi. Et des choses comme ça, dans la mesure où ils ont encore un rôle à jouer, forcément. Et alors j'en parlais tout à l'heure, mais les antagonistes c'est des obstacles et donc qui dit obstacle dit pour du pour du manga shonen en général, il y a quand même confrontation directe, c'est du rapport de force. Et donc, c'est des obstacles de puissance, souvent, c'est des puissances à franchir. Alors, on revient sur Dragon Ball, mais par exemple, dans Dragon Ball Z, il y a ce système de mesure de puissance avec des chiffres exacts qui sont associés. Et donc là, c'est littéralement des seuils de puissance à dépasser pour nos protagonistes pour réussir à contourner ou à abattre l'obstacle qu'est l'antagoniste. Ah oui. Oui, bah, en fait, on a ce côté-là, on a toujours le côté. Des fois, l'objectif même est de vaincre un antagoniste aussi, hein, puisque l'antagoniste peut être. Le grand méchant, en tout cas, peut être la source du problème. Donc, forcément, on a ce côté-là aussi. Ouais. Donc ce rapport de force, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les mangas aussi, qu'on va présenter ce soir. Mais ça ne veut pas forcément dire rapport de force que de puissance, de physique, parce que on a des mangas qui se retrouvent avec des antagonistes, parce qu'il en faut bien, mais qui se retrouvent sans méchant. Ça peut paraître peu conventionnel, mais alors c'est ce que la communauté US appelle les non-battle battle manga. Et donc, par exemple, il y a Bakuman qui a un manga sur l'art de créer des mangas et de les publier. Et là-dedans, dans cette histoire, on n'a pas de vrai méchant, on n'a pas de méchant qui veut vraiment nuire, à part certains personnages, mais les obstacles ne sont pas générés par des entités du mal, des entités vicieuses. Voilà, c'est, Et oui, c'est des systèmes, c'est autre chose. Et je trouve que ça fait du bien parce que c'est plus des fois stratégique, mais ça change, quoi. Ça donne un petit vent de fraîcheur quand on regarde ça. et pour autant, les codes du shonen sont toujours là, c'est-à-dire ce que les lecteurs, hein, suite au grand sondage du Weekly Shonen Jump, veulent dans les mangas, à savoir les valeurs de base du magazine, hein, l'amitié, la rivalité, le côté un peu compétitif et tout ça, sont toujours là quand même. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de mal, en fait, et même pas dans Bakuman, hein, il n'y a pas d'histoire de crime spécifiquement ou quoi. On a toujours quand même ces valeurs d'amitié, de volonté, et qui font que ça en fait un shonen qu'on apprécie regarder autant qu'un autre en fait. Exactement. Alors, est-ce qu'il serait peut-être temps de passer à notre prochaine rubrique? Eh bien oui, et puis avant de passer à la prochaine rubrique, j'ai envie de te dire, à l'inverse total des non-battle battle manga, il y a aussi les mangas où on va avoir euh, totalement l'effacement du manichéisme, hein, l'effacement du bien et du mal, avec une prise de parti en fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'a fait l'auteur de l'attaque des Titans.
C'est-à-dire qu'au début, on était dans l'idée qu'il y avait une menace qui pesait sur l'humanité, une menace très violente, hein, la menace des titans, voilà, qui viennent marcher sur nos villes et tout ça. Et en fait, au fil du manga, hein, sans en dire trop, on apprend que c'est plus une question de guerre et de... Voilà, c'est une question de camp, en fait, de camp à choisir. Et c'est là, c'est là que la question se pose directement, en fait, au lecteur qui lit le manga. C'est, en fait, quel personnage choisissez-vous, en fait, dans quel camp vous êtes? D'accord, donc ça, en fait, ça veut dire qu'il en reste. Ça en retourne du lecteur de choisir ses antagonistes, ses protagonistes. Oui, je peux même évoquer Game of Thrones parce que, alors c'est différent, hein, on n'est pas du tout dans le manga, mais en fait, dans la construction narrative quand on a découvert la première saison, bon, c'est un roman à la base, mais Game of Thrones a eu son succès par la série. On a ce délire-là, comme ça, dans la saison 1, où il y a tellement de personnages qu'on peut être amené, et des maisons en plus qui prétendent au trône, forcément. On a cette logique de, en fait, chaque viewer, chaque public, chaque spectateur peut choisir son camp, quoi. Peut dire, ah bah non, c'est plutôt cette famille-là qui va réussir. Alors, ah, moi, je mets tous mes espoirs, je fais mes paris. Je suis sûr que ça s'est fait, quoi, des paris. Alors, à quelle maison va survivre ou quoi, et tout ça. Même si au final, il s'avère que ça reste la maison Stark, qui est quand même la maison protagoniste, avec des personnages en particulier, Arya, Jon Snow, tout ça, qui sont écrits et faits pour être quand même un peu les héros de l'histoire. Mais dans la saison 1, c'est un peu plus dilué, surtout qu'il y a beaucoup de chocs dans Game of Thrones, comme ça, beaucoup de trucs on s'attend pas, etc. Et du coup, ça me faisait aussi penser un peu à ça, quoi. C'est vraiment choisir son camp. Quand le manichéisme n'est pas évident, quoi. Alors ça fait peut-être aussi un peu penser à certains mangas de sport, peut-être selon comment l'histoire se déroule, mais sur un manga comme IQ, par exemple, on Ah bah a, oui, du volet, oui. on a quand même encore cette compétition qui n'est pas purement de l'animosité entre les différentes teams, ce qui nous permet, même si, comme disait par rapport à Game of Thrones, même si on a une équipe qui reste équipe protagoniste, on a le droit d'avoir nos préférences, notre équipe préférée pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont tous différents, et on a le droit de vouloir les voir réussir aussi. Ah bah voilà. Et bien sûr, hein, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat, à parler des mangas en particulier, hein, qui portent pour vous des thématiques comme ça, plus ambiguës, ou même parler, hein, des grands classiques et des grands méchants classiques qui vous auraient marqué. Et puis évidemment, vous pouvez toujours répondre au sondage, hein, qui est dans le chat du stream. Sur quel type de méchant vous préférez. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir passer à notre découverte de la semaine. Alors, aujourd'hui, on vous fait découvrir ou redécouvrir Parasite. Donc, c'est un manga seinen de Hitoshi Iwaki qui raconte l'arrivée sur Terre d'une espèce de parasite extraterrestre du point de vue d'un jeune lycéen, Izumi Shinichi, qui a la particularité de cohabiter avec l'une de ses bêtes parasitaires. En fait, il abrite l'un de ces monstres dans sa main droite car le parasite a échoué à atteindre son cerveau. Et avec son aide, il va tenter de lutter contre la menace que représentent les autres parasites arrivés sur Terre et qui sont donc des nouveaux prédateurs pour l'humanité. C'est un manga qui a été publié entre 1988 et 1994 chez Kodansha au Japon, hein, et qui aura le droit à son adaptation animée seulement en 2014 avec les studios Madhouse, aussi responsables de l'excellente série d'animation de Hunter x Hunter en 2011, bien évidemment. Et je vais laisser le soin à Jérôme de vous en parler un peu plus en détail avec aujourd'hui une chronique parasitée. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me reconnais plus. Mon corps se transforme et mon cœur se vide. La seule émotion qu'il me reste est l'animosité. J'ai l'impression d'être constamment en colère contre quelque chose. Voilà ce qui se passe dans la tête de Shinichi. Et bien que l'on peut penser au parasite ayant pris possession de son corps comme l'auteur de ces perturbations, il faut plutôt se pencher du côté du jeune lycéen, qui suit un véritable chemin initiatique vers l'âge adulte. On peut alors y voir le conflit d'un jeune adolescent amené à devenir adulte trop vite
face à des circonstances brutales. Parasite, ou Kiseiju de son nom original, tape alors en plein dans sa cible éditoriale, le seinen, qui se destine à de jeunes adultes. Mais son auteur, Hitoshi Iwaki, ne s'arrête pas à ce seul niveau de lecture. En effet, certains lecteurs y verraient des questions sur l'écologie, sur la place de l'homme dans le règne animal, ou même sur la religion. Et afin de lancer notre échange et piquer votre curiosité, je vais vous lire les premiers mots que l'on croise dans ce manga. Des mots invitant à l'interprétation. Au-dessus de la Terre, quelqu'un songeait. Si la moitié de l'humanité venait à disparaître, combien de forêts pourraient être sauvées ? Au-dessus de la Terre, quelqu'un songeait. Si 99% de l'humanité venait à disparaître, les rejets de pollution diminueraient-ils de 99% ? Quelqu'un songeait. Si l'on protégeait la vie. Alors Evan, quelles questions Parasite t'ont pu te faire se soulever ? Ah bah, évidemment, hein, la grande question de ce que peut faire l'humanité sur Terre, la question de ce qui anime les criminels aussi, hein, à passer à l'acte. Ces questions, voilà, finalement, qui sont proches de la philosophie de l'humanité, finalement, hein, dans un moment où on va être confronté à quelque chose qui va nous remettre en question en tant que sommet de la pyramide, de la chaîne alimentaire, hein, comme je l'évoquais avant. Et puis qui va aussi remettre en question, finalement, ce côté démon, qu'est-ce qui finalement entre les parasites qui viennent envahir la Terre, mais avec une conscience ou plus ou moins, voilà, est-ce qu'ils sont vraiment là? Ils ont besoin de l'humain pour vivre, les parasites. Voilà, c'est un peu comme nous, on a besoin de manger des animaux, des végétaux. Et finalement, qui de l'humain ou du parasite se rapproche le plus des démons dans son sens, voilà, dans son sens du bien ou du mal, quoi, finalement. Ouais, donc pour moi, Parasite, c'est vraiment quelque chose de très riche, hein, tu vois. En quelques secondes, tu as pu réussir quand même à ressortir beaucoup, beaucoup de questionnements. On a quand même une œuvre qui là donc sort un petit peu de ce qu'on a parlé précédemment, puisqu'on est sur du seinen. C'est pas la même cible non plus, la même tranche d'âge au niveau des lecteurs. Mais, euh, mais c'est vrai que là, ça vient. En fait, lors de ma première. J'ai découvert avec l'animé, et, euh, et lors de mon premier visionnage, il y a eu. En fait, c'est marrant, c'est vraiment la première chose qui m'a fait poser des questions. C'est pas forcément ce texte qu'on a eu au début, que je vous ai lu. C'est c'est un petit peu le travail qu'il y a eu aussi sur la bande sonore, puisque on a par moments ce thème un peu mélancolique, mais qui va être mélangé avec des actes de pure violence. Et en ce sens, je trouve que ils ont réussi quand même à bien embrasser les différentes thématiques de l'œuvre et de ce que ça voulait raconter. Parce que ça nous détache en fait un petit peu de ce qui se passe. Normalement, le son nous permet de rentrer un petit peu plus, d'illustrer ce qui se passe à l'image. Et là, en créant un contraste aussi violent, je trouve que ça te fait prendre du recul en fait sur ce que tu vois, et ça te fait poser beaucoup de questions. Et de toute façon, Parasite t'en fait poser beaucoup. Alors, on a quand même des choses assez évidentes. Il y a, il y a l'inspiration. Alors, l'imagerie de l'espèce humaine qui se fait parasiter, c'est pas nouveau non plus. On peut penser par exemple, à John Carpenter
avec Invasion à Los Angeles, par exemple. Et Ah bah puis, oui. bien évidemment, pour l'apparence des parasites, on a la chose, Thing, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose de très SF, et donc ça permet de soulever des questions sur la société, sur l'individu. Et là, je trouve que Kiseiju, Parasite, le fait très bien, en fait. C'est un mélange entre voilà, ce côté divertissement, combat un peu plus créatif, et en même temps des thématiques bien plus profondes, mais qu'il faut aller un petit peu chercher. Ouais, bah en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une recette assez efficace hein, dans le manga. On va montrer voilà, quelque chose de gore avec les victimes hein, des parasites. Hein. Donc les parasites qui s'emparent des corps humains et du coup, ça crée des sortes de monstres hein, qui peuvent diviser leur crâne en plusieurs membres avec des dents et puis des lames au bout des tentacules pour découper, quoi, pour déchiqueter. Donc, on va montrer des victimes vraiment, des cadavres, des charniers, quoi, vraiment ensanglantés. Donc, quelque chose de très gore hein, de la représentation, très crue, quoi, dans la représentation des victimes. Et puis, dans le propos, dans ce qu'on va nous raconter dans le manga, on va nous dire, mais en fait, 'fin, c'est similaire, quoi. C'est similaire à ce que l'humain est capable de faire dans certaines mesures. Et cette humanité qui n'en est plus une, en fait. Pendant tout le manga, il va y avoir la copine de Shinichi, là, qui va lui demander est-ce que c'est bien toi, Izumi? Et, et en fait, c'est son évolution avec Migi, donc, qui est le parasite qui est dans sa main droite, hein, avec qui il s'entend bien. Du coup, ça devient un allié, ça devient. Voilà. Et bien, il va évoluer comme ça et son humanité va être mise à l'épreuve. Est-ce qu'il va vraiment, à un moment, abandonner beaucoup d'émotions humaines ou quoi? Et du coup, ça va être aussi le rôle de son parasite de lui laisser ou pas de la place, en fait. De lui laisser vivre ses émotions. Voilà. Il y a tout un jeu comme ça hein, au fur et à mesure du manga. Et finalement, voilà, c'est cette humanité qui se perd où justement, il faut lutter. C'est un peu l'idée que l'humanité, voilà, c'est peu de le dire, hein, mais c'est jamais acquis. Il faut toujours faire en sorte de la garder, cette humanité en soi, en tant qu'individu, chacun d'entre nous, en fait. Et je trouve que pendant l'évolution de ce personnage, de Shinichi, on se pose bien évidemment la question, est-ce que justement c'est parce que il est parasité qui commence à perdre petit à petit ses sentiments? Et puis il y a le choix de l'auteur qui arrive un peu après. En fait, il nous laisse juste le temps un petit peu de se poser ces questions-là. Et puis derrière, il nous fait comprendre assez rapidement que c'est pas l'origine, elle est peut-être à chercher autre part, et que c'est tout ce c'est toutes ces images qu'il a eues récemment, tous ces bouleversements psychologiques qui font que il est en train de refouler un petit peu. Il est en train de refouler tout ce qu'il ressent, et que ça viendrait sûrement de là et pas forcément du côté du côté insensible des parasites, quoique Ouais. peut-être. Et Ouais, bah, c'est ça, la question reste ouverte, en fait, c'est ça. c'est pour moi, alors je sais pas, moi je l'ai dès qu'il y a eu les premiers indices, je l'ai tout de suite perçu comme ça. Après, est-ce que tu es d'accord avec voilà, une fois qu'on commence un petit peu plus à analyser, il y a ce côté chemin initiatique d'un adolescent qui va passer vers l'âge adulte. Tu l'as ressenti, toi? Hmm. Bah, je sais pas si je l'ai ressenti comme ça. Enfin, pas forcément sur la question. Effectivement, il y a ça, puisque bah, il est dans l'âge du lycée, tout ça. Euh, je l'ai pas forcément vu sous cet angle-là, non, au départ, mais je l'ai plus considéré directement comme quelqu'un qui est en mesure de savoir ce qu'il fait, en fait.
et quelqu'un qui a déjà... parce que bon, au bout d'un moment, il fait quand même preuve... peut-être que oui, finalement, il fait preuve de maturité de manière croissante au fil de l'œuvre, ce qui n'est pas forcément le cas au tout début, et il apprend. Donc ouais, il y a peut-être ce côté-là, évolution, effectivement, dans l'individu lui-même, mais j'ai le plus pris du côté de... au final, il peut quand même se rendre compte de ce qu'il fait ou quoi, et puis il a des gens autour de lui aussi en tant que reflet, quoi, pour repère, pour dire là ça va plus, quoi, là je vais trop loin par rapport à ce que sont les autres humains autour de moi, quoi. Il y a aussi ça. Et en fait, moi, par rapport à toi, je suis plutôt d'accord là-dessus. C'est-à-dire que je ne l'ai pas forcément tout de suite appréhendé ce message aussi. Mais il y a forcément un événement qui est quand même très marquant et qui fait quand même un petit peu pencher la balance. C'est aussi celui de la perte des figures parentales, quoi. Ça, ça, Hmm. pour le coup, je pense que là-dessus, on peut être sûr qu'il y a quelque chose de volontaire à ce niveau-là. Et il y a quand même Alors autant, tu vois, il y a certaines relations que j'ai pas forcément appréciées euh, parce que ça faisait peut-être un peu trop, pas forcément cliché, mais je trouvais que ça prenait un peu trop le temps à arriver. Il y avait beaucoup de quiproquos, mais pour le coup, il y a certaines autres scènes qui m'ont vraiment marqué, qui restent vraiment très marquantes aujourd'hui, parce que voilà, ça a quand même quelques années, hein, Bah Parasite. ouais, quand même, ouais. Et Ah, si on parle de... Ouais, ouais, bah vas-y, finis. bah, voilà, il y a certaines scènes qui restent quand même vraiment marquantes, et je trouve on peut en parler plus tard, mais qui viennent redéfinir aussi un petit peu le design. C'est-à-dire que certaines scènes, certains événements se répercutent directement sur l'apparence des personnages, sur leur design. C'est pas Hmm. seulement que des cicatrices, mais c'est la façon vraiment dont le personnage, euh, à quoi le personnage ressemble. Ah oui, bien sûr. Bah, si on parle de l'animé, voilà, si on se penche un peu sur l'adaptation animée en soi, c'est vrai que bon, il y a ce choix avec les musiques, voilà, on va avoir un petit peu de dubstep et puis aussi on va avoir des musiques plus, voilà, globalement un peu dans l'électro, euh, qui vont soit illustrer donc les scènes de violence, soit illustrer justement des scènes plus de réflexion, voilà, qui vont venir accompagner les questions que le manga pose finalement, voilà, au lecteur. Et, euh, et c'est vrai que bon, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes parfois un peu longues au niveau des discussions avec sa copine, notamment, des fois des trucs un peu... ça traînait, quoi. On comprenait le principe et il n'y avait peut-être pas besoin d'en faire autant. Des fois, il y a vraiment des discussions qui prennent du temps. Sur est-ce que c'est enfin voilà pourquoi t'as fait ça, il y a l'histoire du chien là qui est mis à la poubelle, bon il y a tout un délire comme ça et sinon globalement c'est vrai que euh, les scènes d'action elles transportent autant que autant que le récit et le propos vient nous parler en fait et vient nous dire bah voilà ce que vous êtes en train de regarder et voilà de quoi ça parle, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y a quelques, quelques commentaires sur le live qui parlent de Chimera Ants, de Hunter x Hunter. Ah Et, oui. euh, et forcément, on ne peut pas passer à côté parce que voilà, pour nous, c'est très important. Et bien sûr, il y a on l'a évoqué, cette remise en question de la place de l'homme avec une espèce qui se retrouve au-dessus de l'homme sur la chaîne alimentaire, euh, qui est, euh, qui est bien sûr repris dans de nombreuses œuvres, dont Hunter x Hunter. Et là, je trouve que c'est toujours des questions qui sont assez fascinantes. Forcément, il n'y a que vraiment dans de la SF qu'on peut avoir quelque chose comme ça, parce que ça va être une question qui est traitée de manière bien plus réaliste, bien plus terre à terre. Et,
et je trouve qu'à chaque fois, j'en viens à la même conclusion que c'est ça te montre ces scènes où tu as des parasites qui sont d'ailleurs cannibales, hein, puisque les parasites mangent seulement euh, les, les- les espèces qu'ils infectent. Mhm. Et, et c'est de la survie. C'est pas forcément. Alors il y en a certaines derrière, plus tard dans l'histoire, qui viennent se grouper, qui ont des revendications, mais c'est quasiment tout le temps de la survie. Et, et c'est toujours une question vraiment pertinente de se dire, mais pourquoi ça vous choque en s'adressant aux humains, pourquoi ça vous choque alors que vous faites la même chose? Bah, et en fait, il y a un propos complètement commun, hein, entre l'arc des fourmis chimères dans Hunter x Hunter et Parasite. C'est euh, l'espèce, l'espèce, en fait, d'une certaine manière, a échoué à partir du moment où elle a assimilé des humains. Parce que Mhm. au niveau des fourmis chimères, le principe des fourmis, c'est quand même, enfin, de ces fourmis-là en question, comme beaucoup de fourmis, les fourmis communes qu'on trouve dans nos jardins, c'est l'aspect collectif, c'est-à-dire une fourmilière, c'est une organisation voilà, très liée où chaque fourmi est dépendante les unes des autres, en absorbant des humains, donc en se nourrissant d'humains et en prenant leur capacité, tout ça. Et ils vont introduire de l'individualisme dans la colonie, ce qui est donc destructeur pour la colonie. Donc on a ça. On a aussi le côté du roi, donc Meruem, on a le côté conquête, c'est-à-dire lui n'est plus, il en est plus seulement à la survie, il est vraiment dans l'idée de domination là pour le coup. Mais parce que c'est aussi censé être sa nature de roi des fourmis en soi, c'est-à-dire à l'échelle de fourmis de jardin, ça peut être un peu la même chose. Ces fourmis vont essayer de gagner du terrain, etc. Mais là, avec ce côté humain, bah forcément, tu as l'idée comme quoi là, il y a vraiment la mentalité comme quoi les humains sont des êtres inférieurs et du coup, c'est logique qu'ils deviennent notre bétail, etc. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Mais finalement, pareil pour les parasites, hein, tu disais certains vont avoir des revendications, tout ça. Mais finalement, s'ils deviennent un peu méchants, voilà, dans le sens humain, qu'on peut dire, c'est peut-être parce que ils ont parasité l'espèce humaine en fait, et que du coup, leurs mentalités vont être dépendantes bah, des cerveaux qui parasitent quoi. Mais est-ce que dans ce genre de questions, on n'accorderait pas trop d'importance aussi aux humains? C'est-à-dire que, tu le disais, dans ces œuvres-là, au moment où ils commencent à infecter les humains, l'espèce humaine, c'est le moment où ils perdent. Mais, euh, mais c'est peut-être aussi donner un peu trop de crédit à l'espèce humaine. Peut-être que si on était un peu plus réaliste, ça se passerait pas, ça se passerait tout à fait autrement dans notre monde. Bah finalement oui, mais c'est-à-dire que la cible, bah, ce sont des lecteurs humains, et donc forcément, là c'est toutes les clés de l'identification et de l'empathie. Il faut que l'humanité gagne à la fin finalement. Alors, Sauf parfois, je pense à un autre manga, alors c'est même pas un manga, c'est un animé, pardon. Un animé original de Netflix qui s'appelle Devilman Crybaby, et qui raconte comment un gars va se transformer en démon en fait. Et alors, je me rappelle plus très bien, ça fait assez longtemps que j'ai regardé, mais on a aussi des similarités avec ce délire comme quoi le monde commence à être un peu envahi de démons. Euh, et bon, ça va se finir mal, hein. Et puis voilà, on a un peu des similarités avec ça, bien que c'est quand même très différent. Et on est plus du tout dans le shonen là, par contre. mais c'est marrant parce qu'on peut continuer quand même à faire des parallèles avec Hunter x Hunter parce que sur ce fameux arc, on a encore ce symbolisme divin qu'on retrouve dans Parasite. Alors, je l'ai noté sur mon texte avec ces quelques phrases pour commencer cette œuvre, mais il y a cette question qui reste en suspens et qui n'est jamais répondue. On a quelques clés, mais Parasite, ça reste une œuvre qui te laisse libre à ton interprétation personnelle aussi. Et on a quand même quelques petits signes de symbolisme divin,
Est-ce que les parasites qui sont arrivés comme ça, d'un coup, sur la Terre, c'est Hmm. une punition divine pour l'homme, Ouais, qui exactement. respecte pas la nature? Est-ce que c'est la nature elle-même qui vient, essayer de rétablir l'ordre des choses? Oui. Il y a toutes ces questions qui sont aussi posées, sur Chimera de Hunter x Hunter. Ouais, c'est vrai. Et puis en fait, ça, la question elle se pose et la réponse apportée, ça va être les croyances humaines, hein, finalement, tout simplement, hein. On est en train de parler finalement de philosophie depuis tout à l'heure, de philosophie humaine, de la place de l'homme sur Terre. Et ben là, effectivement, hein, la question de la punition divine, c'est, c'est vraiment le choix qui nous est laissé de se dire, bah oui, ça pourrait être ça en fait. Et moi, tu vois, petit à petit, je me dirige vers un message peut-être que j'aimerais bien voir dans une œuvre. Enfin, le message de l'indifférence. Parce que, euh, voilà, si on part du postulat encore que les humains sont peut-être pas non plus le centre du monde et que ça va pas tout changer, qu'une espèce parasitaire prenne possession de l'espèce humaine plutôt que d'autres espèces, ce serait intéressant peut-être de voir une œuvre qui évolue et, euh, et qui change son message vers quelque chose de bah voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est juste de l'indifférence. C'est un, c'est une espèce parasite qui peut être arrivée, mais qui n'est pas qui n'est pas une punition divine, qui n'est pas un espèce d'équilibrage au niveau de la nature, etc. C'est juste comme ça arrive. Et parasiter les humains ne va pas tout changer non plus. Et ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas si peut-être dans le chat, vous avez peut-être des idées de ce genre de message un petit Hmm. peu. Mais Ah, ça pourrait être intéressant à voir. c'est la question de l'acceptation ou de la résignation. Ah, c'est vrai que il y a une référence que j'ai en tête Ah, sur la question. Encore que j'ai regardé vraiment j'ai lu que le début de The Promise de Neverland. J'avais la sensation avec ça débute dans un orphelinat et puis on va se rendre compte que le monde est a priori. Bon, moi, je suis vraiment pas allé loin, hein, donc justement à mon niveau, on se rend compte que le monde est contrôlé par des créatures un peu cauchemardesques, là. Et et a priori, il y a une humaine là-dedans qui accepte cette situation-là et qui travaille pour eux, en fait. Bon. Il y a souvent ces choses-là, hein, dans les, sans aller dans les antagonistes complètement naturels comme ça, comme les Chimerans ou les parasites. On retrouve souvent des fois ces personnages humains qui acceptent, euh, qui acceptent le point de vue de leur maître qui lui n'est pas forcément humain ou qui va dominer l'humanité, mais ça prend aussi en compte ses sbires du coup, et sans avoir forcément une place privilégiée quoi. Et ça, c'est la petite anecdote film dans Le Seigneur des Anneaux. Si vous regardez la version longue des deux tours, vous voyez que pendant le discours de Saruman face à ces 10 000 orques en Isengard devant la tour d'Orthanc, là, Saruman n'est pas un humain, il faut le rappeler, hein, c'est un autre ordre, c'est un magicien. Bon, enfin, on appelle ça un magicien, mais voilà, c'est un autre ordre, c'est pas un humain. Et il est aux côtés de Sauron, donc il est aux côtés de, euh, de, l'extinction de l'humanité, si vous voulez, ou en tout cas de la mise à esclavage, de la domination du monde humain. Et il a un humain à côté de lui qui le sert, qui est Grima, langue de serpent. Et bah, à ce moment-là, face à ces 10 000 orques, il voit le potentiel destructeur de ces orques face à l'humanité. Et lui, en tant qu'humain, il y a une larme qui lui coule à l'œil, en fait. Et il a beau être au service de son maître et tout ça, et il se rend compte, là, il se rend compte d'un coup, il a une larme qui coule. C'est très précis, hein, comme, comme petite anecdote, mais dans ce moment-là, si on regarde bien, il a une larme qui coule sur la joue. Vraiment, c'est pas une larme de détresse ou quoi, c'est vraiment une larme de. Il se rend compte là d'un coup que ça va vraiment loin. Enfin, et l'humanité a vraiment de quoi avoir peur, quoi.
Ah, Donc c'est voilà. quelque chose que j'avais pas forcément souligné. En même temps, sur la longueur de ces films, c'est Ah pas oui, non, mais étonnant. c'est un Et- détail, faut le remarquer. Mais ouais. Ouais, cette larme très marquante voilà, qui peut s'appliquer à tous nos, petits sbires de manga qui vont en fait être concernés par l'objectif de leur maître, mais qui vont être aux côtés de leur maître par espoir, par contestation, peut-être aussi avec le système mis en place aussi, hein. Voilà, un point de détail tout à fait. Et, euh, et, et je pense qu'on a à peu près fait le tour de notre découverte de la semaine, je crois. Hmm. On va peut-être pouvoir bientôt passer à d'autres types de parasites ou de créateurs de parasites, peut-être. Bah, c'est-à-dire que c'est pas. 俺様はマーシャル・リー・ティーチ二つ身を手に入れたがそんなんじゃ飽き足りねえ飽き足りねえぞ者どもを怒りを下ろせ秋田県に上陸だ秋とのうちに今にはどんきり担当なべやみやみそちらにいっぱいは泣くとの頃にゃ数悪い小さけやみやみこの俺立てつけような悪い子はいねえが見てろよ新世界は俺の時代だ俺の時代だ生ハゲ正義な悪だと口にするのはやめときなこの世の果てまで探してもそこにゃ答えはねえと分かっているだろうくだらねえ生ハゲ夢は終わらねえしない千鳥に旗外しにいぶりがっこ絶品や焼酎鍋に卵鍋もいい純菜昆布やみやみこの俺歯が立ったす泣く子はいねえがこれから新世界は俺の時代だ俺の時代だ生ハゲ世界を震わす最高のショーを見せてやる生きるも死ぬのも天に任せるぜ恐れた奴が決まって負けだろくだらねえ生ハゲ夢は終わらねえ正義な悪だと口にするのはやめときなこの世の果てまで探してもそこにゃ答えはねえと分かっているだろうくだらねえ生ハゲ夢は終わらねえ俺様はマーシャル・ビー・ティーチ人呼んで泣く子も黙る海賊黒ひげ Ok, et ben voilà, c'était notre One Piece Character Song de la semaine. Donc, les One Piece Character Song, hein, les chansons des seiyuu hein, de l'anime One Piece. Donc, il y en a souvent une chanson par personnage important qui viennent de l'album One Piece Nippon Judan 47 Cruise City. À l'édition précédente, je vous avais fait écouter Takehito Koyasu, pardon, avec la chanson de l'amiral Aokiji, North Blue Road. Et d'ailleurs, je rectifie une petite erreur que j'ai commise, car Takehito Koyasu est bien le seiyuu du titan bestial dans l'attaque des titans, et non celui d'Erwin, comme je l'avais dit la semaine précédente, qui lui est interprété par Daisuke Ono. Comme on dirait, yare yare daze. Maintenant, à vous Bon, maintenant, j'imagine que vous avez deviné de quel personnage il s'agissait, et Jérôme, hein, je pense que c'était facile. Cette fois, je dois pas me planter, c'est ça? Ah bah oui. J'avais Faut hésité pas se entre planter, deux là. personnages la dernière fois, Ah oui. mais là, pour moi, il y a quand même
Alors attention, parce que là, je vais m'avancer en disant il n'y a pas de doute et tout. Et ça se trouve, je vais me planter. Mais pour moi, une voix aussi reconnaissable, ça ne peut être que Barbe Noire. Et voilà, tout à fait. Il s'agit Yes. bien de Marshall D. Teach, ou Barbe Noire, le grand méchant de One Piece, dont on reconnaît le rire très iconique. La chanson est intitulée Now My Hands Get, avec 4 points d'exclamation. Et c'est Akiyo Otsuka qui l'interprète. Donc Akiyo Otsuka, qui est également la voix de Uvojin dans Hunter x Hunter, hein, dans la série de 2011. Donc qui est un autre personnage un peu brut féroce. Et prépare-toi, Jérôme, car c'est aussi et surtout la voix du personnage majeur de l'extrait de transition. Écoutez-moi ça. なんか音がまさかこいつ目覚めている紫外線のソーシャルオポットオークションスト脳症で紫外線の照明を影にした 私の眠ってる間外の世界がどのように変わったかこの貧弱な発明を見て想像できるなしゃべった作った光でこのアムーを縛ったままにできるかくっついている ワムー目覚めたまえ我が主たちよ Voilà, donc c'était Wamu, un antagoniste notable, sinon l'antagoniste notable de JoJo's Bizarre Adventure partie 2, Battle Tendency. Nous y sommes, c'est l'heure de Made in JoJo. Alors, donc nous revoici sur Made in JoJo, la partie 2, Battle Tendency. Donc sur notre première émission, nous avons parlé de Phantom Blood, bien sûr, notre auteur favori, Hirohiko Araki. Donc je fais un petit rappel rapide, hein, pour ceux qui n'étaient peut-être pas forcément là. Donc JoJo's Bizarre Adventure, le manga que nous allons relire avec vous, eh bien c'est le manga atypique de l'auteur d'Hirohiko Araki. Et donc il est sorti dans le Jump en 1986 avec eh bien, des environnements, des personnages qui sont pour l'époque inhabituels, puisque notre première partie revue sur cette première émission se passait à Londres en 1880, qui était d'abord commençait comme une histoire un petit peu de fortune familiale, puis s'est transformé en histoire de vampire avec un masque aztèque au pouvoir particulier. Alors donc l'ambiance pour cette première partie se teintait d'horreur aux côtés d'un héros chevaleresque. Mais alors qu'en est-il de la suite ? Eh bien Battle Tendency, donc c'est le nom de la deuxième partie de JoJo's Bizarre Adventure, est donc publié entre 1987 et 1989, et il se résume donc en 7 tomes, et il annonce pour le coup là un virage à 180 dans l'ambiance de la série, tout en gardant le bizarre de JoJo's Bizarre Adventure. Alors Evan, Battle Tendency, de quoi ça parle ? Ah bah voilà, hein. Si Phantom Blood était bien placé en la matière, pour le coup, Battle Tendency va encore plus loin dans le grandiloquent, avec toujours plus de torses musclés, de techniques de l'onde, de poses ubuesques ou de capacités loufoques. Battle Tendency, c'est le retour du masque de pierre dans la vie d'un Joestar. Joseph Joestar, le
petit-fils de Jonathan donc, et la découverte de mystérieux hommes antiques incrustés dans la roche. Lorsque l'un d'eux s'éveille, le trône de l'humanité dans son règne sur les êtres vivants s'ébranle à nouveau. Tout comme Jonathan, le nouveau Jojo est doté d'un grand cœur et d'une volonté sans pareille. Mais à l'inverse de Jonathan, ce nouveau Jojo est mal élevé et tricheur. Mais ce dernier point lui permettra bien des exploits. Le courage est à Jonathan ce qu'à Joseph est la ruse, l'indispensable impératif pour protéger les siens. Avec l'aide d'un nouveau Zeppeli, César Zeppeli, le petit-fils d'Antonio, donc, qui s'était dévoué corps et âme pour Jojo dans Phantom Blood, et sous l'enseignement de Lisa Lisa, qui leur apprendra tous les secrets de Londres, Joseph va tenter d'empêcher des êtres supérieurs d'atteindre l'état de vie ultime, l'antagonisme surpuissant débarrassé de toutes ses faiblesses. Ce sont les hommes du pilier, sanguinaires ennemis des utilisateurs de Londres, se réveillant après un sommeil de près de 12 000 ans par le sang de soldats imprudents. Eh oui, de soldats. Je vous ai dit que l'histoire se déroulait un an avant la Seconde Guerre mondiale, en 1938, et que les forces concernées de l'Alliance et de l'Axe constituent les principales origines des personnages de Jojo. Bah oui, en fait, on retrouve les Britanniques dans la première partie, et ici on retrouve les Américains, les Italiens et les nazis. Et dans les parties suivantes, on aura droit à des personnages français, et bien évidemment à des Japonais. Tout le monde est sur la partie. Étrange alliance donc que Joseph fonde avec l'Italien César Zeppeli, et surtout le commandant nazi Rudolf von Stroheim, pour combattre une menace qui les dépasse tous. On aura également le plaisir de retrouver le plus chéri des acolytes, la waifu parmi les sidekicks, le superbe Speedwagon, qui était déjà là dans la partie 1, et qui est devenu un grand mania du pétrole et fondateur d'un organisme, donc la fondation Speedwagon, qui est dédiée aux affaires paranormales. Dans cette histoire, tout ne tient qu'à un artefact précieux, la pierre d'Aja, qui, placée sur un masque de pierre spéciale, permettrait aux hommes du pilier de conquérir la lumière du soleil, qui est leur ennemi juré, leur seul ennemi finalement. Pour s'en emparer, le chef des derniers survivants de la tribu antique des hommes du pilier, qui s'appelle Kars, il est prêt à tout, accompagné du fidèle AC/DC et de leurs serviteurs Wamu et Santana. Alors, ce changement de registre, finalement, est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un changement de formule, donc comme je disais, à 180? Est-ce que c'est quelque chose qui ne déroute pas trop? Bah pour moi, on est dans la continuité. Jojo, ça déroute, bien sûr, dès le début. Si on découvre, que ce soit par le manga ou par l'animé, on est tout de suite plongé dans quelque chose, voilà, comme je disais, grandiloquent, quelque chose de spectaculaire. Avec la partie 2, moi j'ai l'impression qu'on va aller dans le même axe, c'est-à-dire dans la même continuité de ce spectaculaire-là. On va changer quand même un petit peu d'ambiance, mais pas tellement finalement, parce qu'on est encore dans le mystique et les mystères autour du masque de pierre, autour des Aztèques, voilà, autour de cette idée d'avoir des rituels bizarres et des nouvelles capacités un peu mystérieuses, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et voilà, et on va encore une fois avoir une démonstration de toujours plus, tout en prenant un axe différent et complètement opposé par contre au niveau du protagoniste. Bah oui, puisque Joseph, en fait, comme je disais, n'est pas du tout le gentleman en fait qu'est Jonathan. Alors, ce toujours plus, ce over the top, c'est quelque chose donc, qu'on avait déjà vu un petit peu dans cette première partie, notamment avec, avec l'antagoniste Dio qui, pour le coup, revenait toujours. Et cette fois-ci, là, ça se voit partout, parce qu'en fait, ça se voit aussi même sur un style un peu graphique, avec des personnages qui sont de plus en plus musclés, qui ont des poses, qui prennent des poses de plus en plus marquées. Il y a cette volonté qui a été retranscrite d'ailleurs en interview à plusieurs reprises de la part de l'auteur. Il y a cette volonté de marquer un peu le lecteur. C'est-à-dire qu'il veut... au début, il voulait faire quelque chose de complètement différent, d'où les personnages qui n'étaient pas forcément japonais, ces settings qui étaient un petit peu différents de ce qu'on voyait. Et là, avec la deuxième partie, il commence à rentrer sur une dynamique où
où il veut exagérer les choses pour que ça marque. C'est-à-dire s'il y a du sang, il faut que ça saigne à foison. Je parlais des pauses. Il y a cette excentricité qui est de plus en plus présente. Oui. Si dans la partie 1, on avait l'idée qu'on pouvait accéder à un état supérieur, avec le masque, on pouvait se transformer en vampire, donc c'est-à-dire avoir la jeunesse éternelle, se nourrir du sang des humains. Donc là, voilà, on se place au-dessus, avec toujours cette faiblesse de la lumière qui est traditionnelle aux vampires, des contes et légendes. Là, on n'est plus dans l'idée d'un être supérieur, on est dans l'idée de l'être suprême, donc l'être ultime, celui qui, voilà, qui rassemble toutes les capacités possibles du monde animal et du monde des êtres vivants, en fait. Et, euh, et c'est un peu l'enjeu de ces hommes du pilier, là, qui sont donc eux, voilà. Les hommes du pilier, c'est une tribu complètement marginale, complètement fantasque, de personnages qui ont des sommeils très longs en fait, mais qui ont des capacités augmentées, qui peuvent s'infiltrer, qui peuvent tordre leurs muscles pour s'infiltrer dans les plus petites fentes, qui peuvent projeter leur sang, voilà, qui ont tous un peu, ils ont chacun en plus des capacités. Donc là, c'est pour les codes un peu d'un manga comme ça, des capacités du style le vent, le feu, la chaleur, des choses comme ça. Et puis, ben, leur enjeu à eux, qui sont déjà quand même bien placés, c'est-à-dire ils peuvent vraiment faire un carnage, leur enjeu à eux, c'est de vaincre le soleil, c'est de le conquérir. Et c'est la dernière chose qui leur reste, en fait. Et ils ont un moyen d'y arriver. Donc avec ce fameux masque un peu spécial dans lequel on peut placer une pierre rouge, la pierre d'Aja, une pierre qui en fait décuple les effets du soleil. Donc la pierre rouge, ce qui est intéressant aussi, c'est que elle est à la fois la façon de les vaincre, puisqu'elle canalise les ondes du soleil et peut brûler en fait totalement leur chair et tout ça. Et en même temps, c'est leur clé pour atteindre l'être ultime, quoi. Et alors, c'est déjà comme tu disais, des antagonistes qui sont au-dessus d'une espèce qui était encore au-dessus des êtres humains. Là, on est vraiment sur de l'exagération et on est un pas un peu plus loin de ce dont on a parlé avant, c'est-à-dire voilà, les questions sur la place de l'homme, la chaîne alimentaire. Là, tout est bouleversé une fois de plus avec cette deuxième partie. Et, euh, et c'est un obstacle, pour le coup, ultime, un peu. On a l'impression d'avoir ça dès la deuxième partie, alors qu'on rappelle quand même c'est un manga qui en compte 8. Et les parties ont tendance à prendre de volume en termes de tomes, plus on avance. Là, on est sur une histoire qui se finit en 7 tomes, donc c'est relativement court. Et, Oui. euh, et donc voilà, c'est la forme de vie ultime. Donc c'est normalement, techniquement, si on reprend un petit peu certains codes shonen, voilà, normalement, c'est le dernier antagoniste, c'est le dernier obstacle. Ça pose beaucoup de questions sur les rapports de force, là on en parlait. Euh, là, tout est à revoir, tout est à rapprendre. Et le but, c'est que des humains qui maîtrisent toujours des techniques de respiration, dont on avait présenté un petit peu le fonctionnement lors de la première émission. Là, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cette technique qui visait à contrôler la respiration et à envoyer des ondes qui étaient similaires à celui du soleil, eh bien, ça marchait à la fois sur les vampires, qui se plaçaient donc normalement au-dessus des êtres humains en termes de puissance. Et là, ces êtres, ils sont eux aussi sensibles à cette onde, à cette énergie, mais on va dire que c'est un seuil différent. Il faut une plus grosse dose, on va dire. Et pourtant, ils restent toujours sensibles à la même chose. Si on les expose à la lumière du soleil, ils brûlent tout aussi facilement qu'un vampire, quoique peut-être un tout petit peu plus lentement. Oui, voilà. Et chose intéressante, par contre, c'est que s'il faut peut-être
si les utilisateurs des ondes ont cette arme pour vaincre ces êtres supérieurs, finalement, qui ne sont pas humains, en fait, il va falloir non plus utiliser forcément une échelle. Enfin, c'est ce qu'on pourrait penser pendant une grande partie de Battle Tendency, c'est que Joseph, il incarne l'utilisation de la ruse. Et ça, c'est intéressant puisque c'est la volonté que Araki avait de vouloir transformer les combats physiques de Jonathan en quelque chose de plus mental. Et c'est comme ça que Jojo va de plus en plus prendre cet axe-là au niveau des combats. C'est plus juste qui c'est qui met le plus de points ou voilà, qui c'est qui met. C'est plus juste des combats de boxe, ça devient vraiment qui c'est qui utilise la meilleure ruse, le dernier stratagème prévu dès le début, mais qu'il va dire évidemment qu'à la fin, parce que faut toujours expliquer les actions dès qu'on les réussit, quoi. Et, et d'ailleurs, il y a un jeu très rigolo avec ça, puisque pendant tout le manga, Joseph, il va souvent décrire à l'avance les actions qui vont échouer, en fait. Par contre, celles qui réussissent, bah, il les explique après. Enfin, tu vois, il y a ce jeu-là aussi. De ces plans, ça se passe jamais comme prévu, mais quand même, en fait, il avait quand même tout prévu depuis le début, quoi. Et ça, c'est incarné évidemment par sa phrase fétiche. Voilà, je sais ce que tu vas dire. Maintenant, ta prochaine réplique sera your next line is en anglais. Voilà, qui est caractéristique de ce nouveau personnage, ce nouveau Jojo. Et donc ces combats qui sont donc maintenant plus créatifs, puisqu'on n'est plus que sur des rapports physiques, on est sur des véritables stratagèmes, même souvent alambiqués vu qu'on est sur de la surenchère toujours. On a plus de diversité dans les combats, et pourtant, si on regarde les combats les plus importants, normalement, on est censé affronter la forme de vie ultime sur la fin avec le combat le plus marquant, c'est censé être celui-ci. Et pourtant, je sais pas pour toi, mais moi, c'est le combat juste avant son dernier... c'est son avant-dernier combat à notre protagoniste que j'ai trouvé le plus marquant, le plus... peut-être celui qui avait le plus d'enjeux derrière aussi. C'était contre donc un des hommes du pilier, Wamou. Contre Wamou. Et donc c'était... voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses. Il y avait donc pour le coup là un méchant, un antagoniste méchant qui avait une once de rédemption sur la fin. Mais pas que, il y avait des enjeux, il y avait de la vengeance aussi qui arrivait en fond. Il y avait beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un choix particulier d'avoir ensuite un combat aussi unilatéral, on va dire, puisque après ce combat contre Wamou, c'est le combat contre la forme de vie ultime, l'être qui a dépassé le soleil. Et là, en fait, le choix, le choix de l'auteur, c'est même plus il nous montre que c'est pas un affrontement possible, puisque il est au-dessus de tous les êtres vivants. Et puis c'est ce que l'animé illustre bien avec un déchaînement de doubleurs vraiment paniqués. On retrouve Speedwagon dans le rôle finalement un peu du commentateur, mais pas que, parce qu'il y en a aussi d'autres à côté qui vont toujours être les thermomètres de la tension qui se déroule dans la scène. C'est eux qui vont vraiment transmettre aux spectateurs la folie de ce qui est en train de se passer. Et avec ça, bien sûr, cette énorme bande originale avec encore beaucoup de dubstep. Si vous voulez une bonne playlist électro, écoutez la bande originale de Battle Tendency. Je pense d'ailleurs que tu vas pouvoir passer un extrait maintenant pour montrer à quel point ça part loin, c'est cette logique de l'être ultime, et puis on reviendra sur certains points de l'adaptation et du manga après.
Hop, et nous revoilà après cette courte pause musicale. Alors d'ailleurs, on peut noter, hein, tu parlais donc de la bande originale de Battle Tendency que vous avez pu entendre, qui est très teintée de dubstep, mais il y a aussi la bande originale de Parasite, dont on a parlé plus tôt, qui est elle aussi beaucoup teintée de dubstep. C'est pas pour rien qu'on a choisi ces mangas pour vous présenter aujourd'hui. Et donc, moi j'aimerais bien un petit peu arriver aussi sur tout cet aspect de fatalité que l'œuvre est en train d'amener un petit peu sur le devant de la scène. C'est quelque chose qu'on ressentait un petit peu sur la première partie, euh, avec un antagoniste qui n'en finissait plus de revenir, mais maintenant, l'auteur a déjà une base, en fait, avec sa première partie, et en fait, il joue avec nous, je trouve, un petit peu. Il joue avec ses lecteurs, il joue avec les appréhensions, ce que le lecteur peut attendre un petit peu. Et dès le début, on commence à voir quelques parallèles avec, tu disais, Shiza, qui fait beaucoup penser forcément à Baron Zeppeli, puisqu'il y a de la descendance, c'est tout cet héritage. Et en fait, on a l'impression que les choses se répètent, et on a très peur, puisque on se dit, est-ce que ça va finir de la même façon que la première partie? Et il joue beaucoup, beaucoup avec ça, surtout sur l'affrontement final. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Bah, voilà, on a les petits-fils, hein, donc c'est une histoire générationnelle. C'est la lignée des Joestar, voilà, qui a commencé donc avec George, hein, George Joestar, qui est le père de Jonathan. Bon, c'est pas un héros, lui. C'est le père qui a ramené ou qui a racheté, je sais plus, le masque, hein, qui vient du Mexique et tout ça. Donc ça commence par là. Il a amené ce masque dans sa famille. Finalement, c'était une sorte de malédiction sans le savoir à l'époque, quoi. Et on va voir cet héritage. On va voir, et ça, il le précise bien, hein, dans le manga, c'est Speedwagon qui le dit. On va avoir Jonathan qui meurt de la main de Dio. Et puis on va avoir ensuite le fils de Jonathan, donc le père de Joseph, hein, qu'on ne voit pas, hein, enfin, on le voit dans un flashback, qui était aviateur d'ailleurs pour l'armée de l'air. C'était Et Georges donc II, hein, lui, il me semble, hein, son nom d'ailleurs. voilà, George II, et qui va mourir lui aussi dans des circonstances qui sont indirectement liées à Dio, où voilà, c'est cette logique de masque et au vampire, et voilà. Et Joseph, qu'est-ce qui va lui arriver, quoi? C'est ce qu'on se demande, et ça va jusque loin. Mais ça prend un autre pli finalement, puisque Joseph, hein, on le retrouvera dans la partie 3, hein, donc partie 3 qui sera évidemment encore une autre génération. On a aussi un traitement de la mort, hein, qui est différent. Alors là, ça n'a pas tourné au drame, heureusement pour Joseph, mais pour d'autres personnages, si. Et, euh, et, Ouais. et- et là, on retrouve un héros, Hirohiko Araki qui a un petit peu évolué dans sa façon de nous montrer une scène dramatique avec un personnage secondaire qui meurt, puisque on n'est plus sur des typiques qu'on voit souvent, de la mort dans les bras, avec le personnage qui a le temps de rédiger un bouquin, hein, avant de pouvoir rendre Ah son oui, bien dernier sûr. souffle. Et là, c'était littéralement, hein, puisque on l'a vu sur la première partie, le baron Zeppeli s'est fait trancher en deux, donc le corps, hein, au niveau, il restait un buste. Ensuite, il a eu le temps, bien sûr, de lui insuffler toute son énergie vitale, et après avoir bien attendu gentiment que Jonathan se défasse de l'antagoniste, eh bien, il lui a raconté quelque chose. Enfin voilà, il y avait un petit Oui, peu, voilà. un petit peu du temps. Et là, je pense qu'il peut-être c'est bien en fait. On sent que l'auteur euh, a envie de changement, et surtout qu'il qu'il voit les erreurs peut-être qu'il a faites avant, et il fait un 180 comme il fait très souvent, hein, lorsqu'il veut faire changer quelque chose. Et pour le coup, ça marche, la plupart du temps, ça marche très bien. Et là, 180, César meurt, et le protagoniste, Joseph, n'a pas le temps de lui parler. Et je trouve que c'est diaboliquement réaliste, ce genre de situation. Ah, c'est diabolique, d'autant plus que bon, il y a encore un truc, mais ils étaient en conflit avant de se quitter aussi, quoi. Il y a aussi ça. Euh, Là, cette scène, pareil, elle a été mise en scène de manière beaucoup plus émotive, hein.
Je pense que ça, d'une certaine manière, voilà, ça fait beaucoup plus effet, c'est beaucoup plus choquant pour le spectateur qui était. Parce que, bon, voilà, les deux, hein, Zeppeli, Joestar, c'est cette. Là, on retrouvait dans la partie 2 une sorte de rivalité amicale, quoi. Voilà, ils vont évoluer ensemble, ils vont s'entraîner ensemble, voilà, ils vont aller loin. Et voilà, là, on a cette rupture, du coup, assez violente. Et là, tout de suite, forcément, ça touche, quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toujours. Euh, voilà, on retrouve toujours ces musiques, etc., qui viennent appuyer évidemment les choses. Faut noter que dans la série animée, euh, les musiques ne s'arrêtent jamais. C'est-à-dire que au long de tous les épisodes, il y a quasiment toujours de la musique. Alors, le pire, c'est que ça en est même pas abrutissant, hein, parce que des fois, elle est en fond, des fois, c'est des musiques qui sont pas des musiques très actives, etc. Mais globalement, il y a toujours un fond musical. Donc, je trouve que c'est un parti pris assez intéressant de David Production, hein, qui a réalisé la série, là. Euh, T'as vraiment tout le temps de la musique et évidemment cette omniprésence de la musique qu'on pourrait parfois on pourrait parfois reprocher quelques points négatifs quand elles sont jamais vraiment laissées à 100%. Des fois, tu vois, dans des moments importants, bah, comme la crise au final, à la fin et tout ça, on a beau avoir une musique dubstep voilà, très active comme celle qu'on a écoutée tout à l'heure. Elles sont jamais laissées à 100% de volume, vraiment sans qu'il y ait de paroles par-dessus. C'est toujours un mix. Bon, ça, le mix est intéressant aussi, puisque c'est des voix qui crient, qui sont paniquées, etc. Mais voilà. Et donc, cette omniprésence de la musique, elle rend les silences finalement beaucoup plus importants. Oui, on l'a entendu hein, tout à l'heure, on a passé un extrait, c'était foisonnant de sound effects. Et ça, par exemple, cette particularité, elle reste aussi dans cette partie 2, c'est que assez souvent, on a ces onomatopées qui sont retranscrites telles quelles, avec beaucoup, beaucoup de, comment dire, avec un vocabulaire en fait qui rejoint celui de la musique, souvent dans les onomatopées Voilà. dans le manga. Ah Et, bah oui, exactement. et donc bah, là, pour le coup, on commence à voir émerger, au-delà de dans la partie 1 avec Dio Brando, on commence à voir émerger donc, des références avec Wham, AC/DC, Ah bah oui. Kaz. Voilà, c'est d'autant plus marquant parce que c'est vraiment directement les antagonistes qui ont ces noms-là. Et, on sent que, encore une fois, l'auteur essaye vraiment de marquer, de sortir ses références, ce qu'il aime. Et, voilà, ça fait plaisir. Alors, est-ce que, pour en finir, on peut peut-être se demander si Joseph fait honneur à Jonathan, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement parlé de Joseph, mais est-ce que, euh, est-ce que l'esprit chevaleresque de la première partie est-il conservé? Est-ce que le poids de l'héritage est bien transmis? Est-ce que le changement de formule pour cette deuxième partie est efficace? Moi, je trouve qu'on sent en fait toujours cette essence qui reste à travers les différentes parties, même si il y a beaucoup de choses qui changent, on, on garde ce même esprit et, et on le verra plus tard, mais ce ne sont pas les changements les plus drastiques que l'on peut avoir entre deux parties. Oui, bah, c'est-à-dire que voilà, Joseph, bon, il n'a pas l'esprit chevaleresque forcément, il a quand même ce cœur de Joestar. En fait, c'est ce qu'on va nous apprendre, c'est que il y a une façon d'être Joestar, quoi. Et voilà, ça va toucher un peu tous les JoJo qui seront pourtant bien différents dans leur personnalité, dans les manières de combattre, etc. Ils sont bien tous différents, hein. On le verra encore la semaine prochaine avec Jotaro. C'est encore un autre, complètement un autre type de personnalité. Mais on va garder voilà, cette noblesse d'esprit peut-être, hein, qui est originelle et qui est là depuis le début.
Alors nos méchants cette fois-ci dans Battle Tendency, cette deuxième partie, c'était quelque chose qui faisait beaucoup écho avec notre premier manga dont on a parlé. On a eu quand même ces questionnements autour de la place de l'homme, un peu par rapport à des êtres qui sont vraiment supérieurs. Il y a beaucoup d'échos, je trouve, avec Parasite, finalement. Tu m'en parlais aussi avant. Mais c'est Jojo, alors forcément, c'est quelque chose qui est à base de surenchérissement, de over the top. Et, euh, mais pour le coup, qui n'en est pas moins intéressant, puisque voilà, moi je me rappelle avoir regardé Battle Tendency, euh, pas d'une traite, mais c'était pas trop loin. Oui. Il y a cet aspect additif un petit peu à, à la série qui arrive un petit peu de plus en plus. La première partie peut-être un peu moins, même si tout va très vite, mais dans cette deuxième, je trouve que c'est d'autant plus présent. Ah bah voilà. Bah, c'est clair que je ne saurais vous conseiller de regarder vraiment l'animé de JoJo's Bizarre Adventure, donc la partie 2 en l'occurrence, qui est disponible sur Crunchyroll et sur ADN, donc les plateformes de streaming officielles. Et surtout aussi de vous intéresser quand même au manga, parce que voilà, il y a vraiment quelque chose d'intéressant avec ces graphismes bon, qui sont hérités qui sont d'époque, évidemment. Je sais plus, tu as dit la date tout à l'heure. Ah Et bah, ça a été publié entre 87 et 89. voilà, Donc, donc on est encore dans ce style ancien, qui est encore voilà, le même style qui est globalement le même style que la partie 1 dans le dessin. Le style qui va changer, on vous le rappelle, de Araki, qui va changer énormément au fil des parties. Mais là, on est encore dans cet héritage-là. Et on a des choses très intéressantes comme donc dans les éditions J'ai lu, une boîte d'édition qui ne fait plus, qui n'est plus en marche dans le manga actuellement, mais qui en France avait édité, voilà, qui avait édité pas mal de mangas comme Jojo. Et, euh, et on va avoir je trouve par exemple des choses enfin, intéressantes en termes d'édition, comme des doubles pages en plein format, quoi, sans aucune bordure, qui prennent vraiment tout, tout l'espace de la double page, des choses comme ça qui vont donner d'autant plus d'effets euh, à ces, aux effets Jojo, quoi, c'est-à-dire aux poses, voilà, aux effets d'action grandiloquents, et puis toujours les jeux d'ancrage, évidemment, qui vont des fois inverser ce qui est censé être blanc et noir pour faire plus d'effets un peu spéciaux. Toutes les choses un peu qu'on retrouve en SFX et en VFX, en effets spéciaux visuels dans l'animé, qui vont trouver leur inspiration vraiment dans ce que le manga transmettait déjà, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. eh bien, je pense qu'après ces informations, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à dire sur cette deuxième partie. Euh, je pense qu'on peut peut-être passer voilà, à notre petite partie de parole libre, notre dernière rubrique. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce qu'on vous a dit, de l'émission, si vous avez découvert des choses, si vous avez d'autres choses à dire, peut-être des petits questionnements aussi sur l'émission éventuellement, et puis on va passer 5 petites minutes avant de rendre l'antenne, bien sûr, puisque nous avons des, des horaires très précis, bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on a essayé d'être un peu plus présent au niveau du chat aussi, sûrement, parce que sur la première, on avait pas mal de choses à régler. Là, on a essayé de faire un petit peu des retours. C'est cool d'avoir. C'est le but aussi d'être en live, c'est de pouvoir interagir un petit peu et avoir d'autres points de vue. Alors, on espère pouvoir inviter assez vite des gens pour que vous ne vous lassiez pas trop de nos deux voix. Ça, ce serait super d'avoir d'autres points de vue. Mais oui, on a essayé d'être le plus possible présent. Alors, on n'a pas fait de rappel de sondage, par exemple. Oui, bah si, bah, je comptais en parler. Bon, bah, il n'y a
avait pas énormément de monde ce soir à nous écouter, mais globalement, on avait plutôt des voix voilà, qui sont intéressées hein, toujours par ces héros ces héros, pardon, ces méchants plutôt modernes, plutôt ambigus. Ce qui n'est pas étonnant, puisque effectivement, hein, on a ces œuvres avec des personnages qu'on va plus travailler, quand on va leur dire pourquoi ils sont devenus comme ça. Ça, je peux comprendre que ça intéresse beaucoup de personnes, hein, pour le coup, de rentrer vraiment dans la psychologie du méchant jusqu'à parfois piquer notre empathie et nous dire, et voilà, nous faire prendre parti, ou au moins nous faire comprendre ses actes. Oui, c'est tout à fait logique, parce que c'est la tendance actuelle, quoi. On le voit même dans les films qui passent au cinéma, etc. Enfin, quand ça passe. Mais, mais c'est vrai qu'on a aussi cette petite vague de nostalgie, un petit peu, des fois, des gens qui sont contents de retrouver certains anciens antagonistes de classiques, hein, genre, par exemple, on parlait de Dragon Ball, mais on a quand même eu un film, enfin on a eu 2 films sur 2 anciens antagonistes, et les antagonistes de Dragon Ball, en général, c'est pas non plus les personnages les plus ambigus, quoi. Euh, et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des personnages qui sont clairs et, Oui. et voilà, ça représente des forces instoppables souvent, et, il y a un seul moyen, c'est de les terrasser, quoi, pour les arrêter. Oui, Et des voilà, fois, ça fait du bien. Le but, c'est d'avoir quand même un équilibre, hein, entre ces deux types, ces deux caractéristiques oui, finalement, on d'antagonistes. en a mis deux. On peut forcément imaginer qu'il y en a beaucoup plus. Mais après, c'est dans les tendances. Effectivement, on a ces héros classiques. Et puis, moi, ce que je me dis, c'est que il y a quand même beaucoup de. Enfin, on a l'impression finalement, quand on y pense, que on pourrait se dire, ben, en fait, les méchants, bon, même ceux qui sont plus travaillés, plus profonds, etc. Bah, on a déjà vu en fait des choses comme ça, quoi. On se dit bon, c'est pas et pourtant ça a beau être pas nouveau et on a beau voilà continuer. Les mangas ont toujours plus de succès, notamment en France, hein, et finalement on se lasse pas de ces délires-là. Il y a même, enfin, quand j'y pense, on a même un manga sur un monde, sur un système même des super-héros et des super-vilains, hein, avec My Hero Academia, tout ça. Euh, c'est, euh, on a carrément dans la matérialisation du système super-vilain classique contre super-héros classique. Et puis ben, après, pour ce qui est des héros, des méchants, j'ai du mal, des, des méchants ambigus, ben, rien de tel que des œuvres qui marquent, quoi, des œuvres marquantes, des œuvres qui peuvent être parfois violentes, ou alors dans le sens marquant, dans le sens qui vont vraiment apporter des arguments, apporter des arguments sur la remise en question, quoi. Alors, voilà, on a un commentaire, j'allais y venir justement, j'allais amorcer le truc, sur le thème peut-être de la prochaine semaine. C'est vrai que on ne l'avait pas divulgué lors de la première émission pour la suivante. Là, on a quand même, voilà, on a quand même une bonne idée d'où on veut partir. Je pense que bah, forcément, en fait, on se cale souvent d'ailleurs sur Jojo, vu que c'est quelque chose c'est une review récurrente. Donc là, en fait, on s'est calé à la fois sur Jojo, puisqu'il y a le personnage de Jotaro, et en même temps sur les actualités, malheureusement. On aimerait bien prendre du temps sur notre rubrique découverte, pour pouvoir parler de Berserk, puisque voilà, on a perdu son auteur récemment. Enfin, en tout cas, l'annonce a été faite récemment, mais sa mort est survenue il y a un peu plus de 2 semaines là. Et voilà, on aimerait bien en parler parce que bah, on peut pas passer à côté de cette œuvre qui a inspiré autant de, autant de mangaka, autant de lecteurs depuis des décennies, quoi. C'est quelque chose, c'est un passage obligatoire.
Et donc, voilà, ce sera une thématique qui commence un petit peu à se dessiner sur des personnages protagonistes qui sont des personnages, on peut dire badass, on peut dire imposants. C'est souvent incarnation de la violence aussi. Donc, ça parlera aussi certainement de Hokuto no Ken, dont on avait parlé un petit peu dans la première émission aussi. Ah bah oui, oui. Et des héros des héros qui sont, cette fois c'est bon, des héros qui sont bien sûr portés, enfin qui portent un fardeau, parce que c'est le cas, hein, Berserk, puis Jotaro, hein, on en a parlé, l'héritage, tout ça, des héros qui vont porter une sorte de fatalité ou de fardeau, et qui vont devoir se débrouiller avec, quoi. On nous demande si on aura des invités la semaine prochaine. Eh ben, c'est fort possible. On aimerait bien, hein. Ah bah, c'est fort possible qu'on ait un certain invité. Oui. Ouais, surtout qu'on aimerait bien quand même pouvoir faire honneur à Berserk. Donc, on promet rien, mais on aimerait bien. Voilà. Bon, et bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va vous laisser à vos occupations. On a encore une fois pas mal dépassé sur ce qu'on voulait faire en termes de timing, mais c'est pas grave, on va commencer à... On réduit un petit à petit, on va y arriver, tu vois. On va se roder. C'était plus structuré aussi. Hein. Peut-être qu'un jour, on va quand même commencer à l'heure. On aura des timings plus précis, parce que le fait de commencer un peu en retard, forcément, du coup, ça me perturbait dans toute la lecture du fil sur les horaires à respecter. Oui, ça m'étonne pas. Et du coup, ok, bon, bah, je crois qu'il est temps de nous souhaiter à tous une bonne soirée. Eh bien, écoute, voilà, sur ces mots de la fin, je vous remercie de nous avoir commenté, hein, de nous avoir fait ces retours sur le live. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission du Morio Show. À bientôt! 確かなものを